C'est vraiment très très beau, les régions de France à l'honneur. Cette troisième partie, vous savez, c'est la partie interactive de Propriété à tout prix. 3 experts en place. Marie qui a son siège maintenant à mes côtés. Exactement. Le Beaujolais à l'honneur. Donc, on va élargir le débat dans cette émission spéciale handicap. On a vu que les villes faisaient des choses, mais qu'il y avait encore du chemin. Bastien, ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Effectivement. Et tu nous viens de la belle région de Salon de Provence. Exactement, l'ouest de l'étang de Berre, entre la Camargue, la Crau, les Alpilles et les pas loin de Marseille. Tu auras aussi des choses à nous dire sur les personnes en situation de handicap. Alexandre, tu nous as rejoint à table. La vision de l'investisseur. Oui, la vision de l'investisseur est encore une fois mauvais élève, l'investisseur. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, nous avons la chance pour cette troisième partie d'avoir Charlotte Leblanc, qui est directrice générale de Adaptia. Et donc, on est très contente de te recevoir parce que tu es quand même une observatrice privilégiée de l'aménagement, en quelque sorte, des espaces intérieurs pour les personnes en situation de handicap. J'aimerais qu'on commence par toi et que tu nous dises un petit peu ce que vous faites, comment vous aidez, comment vous intervenez dans ce sujet qui est lourd et complexe à la fois. Donc chez Adaptia, on travaille qu'avec des ergothérapeutes. Ouais. Un ergothérapeute, c'est un professionnel de santé, diplômé d'État, spécialiste de la perte d'autonomie. Oui, parce qu'on ne l'a pas assez dit dans cette émission. Effectivement, on parle de personnes en situation de handicap, mais il y a aussi, au fil des ans, la perte de mobilité et les 4e, 5e âge qui, finalement, deviennent à mobilité réduite, par exemple. Oui, nous, on s'occupe beaucoup des personnes âgées. En fait, notre credo, c'est rester chez soi le plus longtemps possible, avec le plus de sécurité et le plus de confort possible. On fait des propositions en lien avec les capacités de la personne et avec ses envies, ses habitudes. Donc, un exemple pour une personne en situation de malvoyant, par exemple, c'est qu'est-ce qu'on a comme solution de compensation? Eh bien, par exemple, alors ça dépend de la situation de chacun. Bien sûr. Mais faire des contrastes, par exemple, des marches quand il y a des escaliers, faire des marches contrastées, mettre des boutons, mettre des petits stickers fluorescents si la personne voit encore un peu des couleurs quand même. Finalement, des solutions assez simples, en fait. Souvent basiques. Souvent basique. Et on n'y pense pas et finalement, on tire un coup de chapeau à une société comme la tienne parce qu'effectivement, des fois, on se retrouve, quand on est dans ces situations, un peu démunis, en fait, d'une certaine manière, Alexandre. En fait, il y a aussi un élément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, et il y a pas que les propriétaires qui sont concernés, mais ça concerne également les locataires. Donc c'est important de le rappeler, c'est que ton intervention et l'intervention de ces associations-là, elle concerne autant les propriétaires qui veulent rester vivre dans leur logement, mais c'est également viable pour un locataire qui veut rester vivre dans son logement. Donc c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a pas que des propriétaires qui nous écoutent. Alors on en parlait juste avant de démarrer l'émission. J'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon quand même sur les normes et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue législatif, notamment pour les nouvelles habitations. Il y avait eu une envolée lyrique pour avoir 100% d'accès PMR, mais c'est plus le cas. Pour les logements neufs, Bruno. Oui, pour les logements neufs, bien sûr. Il fut un temps où lorsqu'on vendait des programmes neufs, comme on disait en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, le promoteur ne sait jamais à qui il va le vendre, donc il avait cette obligation de livrer un logement répondant aux normes PMR. Oui, et donc ça s'est assoupli, entre guillemets, d'une certaine manière, Marie. Plus tous, c'est plus obligatoire aujourd'hui sur 100% des logements. D'accord. Un exemple sur Jacent, une résidence qui vient d'être livrée. On a un appartement qui est aux normes PMR. L'accès à cet appartement, c'est un escalier extérieur. Non, donc, en fait, c'est complètement incohérent. Non, mais on en rigole, mais c'est lamentable. Et c'est juste... Ça va être des aberrations, souvent des normes. Il y a beaucoup de normes qui se télescopent. Qui se télescopent ou qui sont même antinomiques les unes avec les autres. Un logement PMR, c'est un ressaut de 2 cm pour une douche. Vous avez un fauteuil roulant, vous ne rentrez pas avec 2 cm. Enfin, voilà. Alors, je voulais tirer un petit coup de chapeau aux villes qui font, on en a parlé en première partie d'émission, qui font beaucoup pour les personnes en situation de handicap. Il y a un label qui s'appelle la Destination pour tous. Et le numéro 1, c'est Toulouse, qui fait le plus pour les personnes en situation de handicap. On a ensuite Amiens et Dunkerque. Voilà, donc 3 villes que l'on met à l'honneur dans Propriété à tout prix. On a d'ailleurs des consultants officiels. Et après, il y a le niveau argent, Nîmes.
on avait tout à l'heure Gwendoline, Grand Axe, Mogulo-Carnon, alors là pour le coup c'est situé près de la Camargue, et on a également Colombier-l'Espignan qui est dans le canal du Midi, donc les villes du Sud aussi qui font beaucoup pour les personnes du handicap. On peut se poser la question pour ou contre, je dirais, des normes plus sévères. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Marie? Les villes sont de plus en plus impliquées aujourd'hui dans l'accessibilité. Ouais. À Villefranche, par exemple, on a 100% des transports, les bus, qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Bon. 100%. Toi, pour ou contre, est-ce qu'on peut vraiment faire du 100% à PMR, du 100% accessible aux personnes handicapées? De toute manière, il y a une loi de 2005 qui l'impose, qui avait pour objectif 2015 et qui a été reportée justement en 2025. Ouais. Aujourd'hui, il y a deux contraintes. C'est budgétaire et structurel. Aujourd'hui, une petite commune ne peut pas mettre aux normes entièrement sa mairie au détriment de tout son budget, quoi. Vous voyez ? Ouais. Donc, et il y a le côté aussi structurel sur des anciens bâtis où on ne peut pas y installer d'ascenseurs et autres. Pour rebondir, parce que ça c'est quand même un élément important, c'est qu'aujourd'hui on fait malheureusement pas la distinction, pour te donner un avis très tranché, c'est qu'aujourd'hui 100% d'une base neuve, donc tout ce qui est neuf ou en construction, devrait être une obligation aujourd'hui pour répondre à un accès PMR. Ouais. Ça, c'est une évidence. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas maintenant sur le neuf, c'est très des problématiques qu'on aura dans les années à venir, où on se dira le neuf d'aujourd'hui, c'est l'ancien de demain. Exactement. Et là où il faut faire une distinction, c'est que dans l'ancien, là, malheureusement, c'est impossible de faire du 100%. Ouais. Et là, il faudrait avoir une vraie expertise d'État, un regroupement d'État, qui dirait... Là, on peut redonner des nouvelles normes avec des budgets définis, etc. Voilà, toujours de réfléchir et de savoir ce que l'on fait. Hein. On ne peut pas faire du 100% partout. Vous le savez, cette partie est interactive, c'est tellement passionnant et vous êtes tellement, je dirais, impliqués dans le sujet qu'on en oublie un peu les questions des téléspectateurs. Le premier, c'est le FIMO, malgré tout. Bonjour, je m'appelle Christophe. Quels sont les principaux obstacles rencontrés quand on aménage un appartement ancien pour le rendre accessible ? Et voilà, alors là, c'est une question pour toi, Charlotte. Là, la question est claire. Quels sont les principaux obstacles ? Alors, déjà, tout dépend si c'est un appartement ou une maison. Donc, il y a entrer dans le logement, parce qu'on peut adapter un logement à l'intérieur, mais si on peut après pas en sortir ou pas rentrer dedans, ça sert à rien. Voilà. D'accord, l'accès, hein, l'accessibilité, et ensuite effectivement. Donc du coup, plus facile dans une maison que dans un appartement, si on est en étage. Oui. Parce que du coup, si après, on n'a pas l'ascenseur qui est... Tributaire de la configuration de la copropriété. Voilà, il y aura d'autres contraintes, mais effectivement, une maison, on peut se dire qu'on va arriver à faire une rampe d'accès, si on est en fauteuil, qui va avec plus ou moins de pente. La domotique fait beaucoup aussi pour les personnes en situation de handicap. Oui, les smartphones, on peut faire plein de choses maintenant avec son smartphone. En revanche, pour les personnes âgées, ça peut être un peu parfois... plus délicat parce que le smartphone, ça fait pas partie de leur culture, donc voilà, c'est ça. Voilà, s'adapter à chaque situation. Ça représente quand même un coût, hein. Bah oui, forcément. On va en parler. Deuxième question, c'est le FIMO. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Je voudrais savoir quelles sont les aides disponibles pour adapter son logement quand on a un proche en situation de handicap. Bon voilà, alors là, les aides, on y vient. Effectivement, ça coûte cher, on a bien compris, hein, d'aménager, on l'a vu, une cuisine, 12-15 000 euros, tout son appartement entre 15 et 30 000 euros. Comment on fait pour financer ça quand on est en situation de handicap, hein ? Alors déjà, on s'adresse à la MDPH. Ouais. Donc dans chaque département, il y a une MDPH qui va définir un taux d'invalidité, d'handicap. Et puis de là, il y a plusieurs aides qui existent. Et donc voilà, ça s'appelle la PCH. La PCH, après, il y a un budget pour l'adaptation du logement. Il y a un budget pour... Alors des chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une idée, en quelque sorte, des aides qu'on peut obtenir ? Est-ce que c'est soumis à revenus ? Comment ça marche ? Voilà, c'est soumis aux revenus. Alors la PCH, non. En revanche, ma prime adap dont on parlait, oui, c'est soumis à un revenu et ça concerne essentiellement les revenus ménages très modestes. Moi, je vous pose la question de manière extrêmement directe. Les gens se posent la question. Je suis en situation de handicap. Enfin, c'est pas une affirmation, mais je suis en situation de handicap. Je dois modifier ma maison.
Combien ça me coûte? Est-ce que je vais avoir des aides? Est-ce qu'on me prend en charge? Ou alors je me démerde tout seul? Il faut être clair. Ça reste quand même très compliqué. Les aides aujourd'hui déjà sont plafonnées à 22 000 € hors taxe. Oui, c'est ce qu'on disait. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, c'est que même un couple modeste ou une personne modeste qui est décelée comme quoi elle peut avoir le maximum d'aide, c'est plafonné à 70%. Ça veut dire que même une personne modeste, elle aura encore 30% à sa charge pour ses coûts de travaux. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on en pense en tant que citoyen? Charlotte, il y a des aides qui sont cumulables, donc on peut arriver, et parfois il y a même des départements qui vont plus loin, des villes, voilà. Il faut vraiment se renseigner auprès de son CCAS ou du CLIC ou... CCAS. Centre communal d'action sociale. CCAS, d'accord. Parce que là, Charlotte, c'est la championne du monde des acronymes. Hein. CPMH, WHC. Non, en revanche, il y a beaucoup d'aides et c'est très bien. Et en plus, ils l'ont recentralisé sur un guichet unique, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est que mieux. Mais, c'est le cas déjà? Il y a un guichet unique pour ça? Oui, c'est ce que nous disons. Oui, ma prime adapte. Un peu comme ma prime rénov. Voilà, c'est sur le même modèle. Notre registre. Mais moi, j'ai souvent eu un cas de figure où réaménager le bien était beaucoup plus cher que de déménager. Vous voyez? Et voilà, c'est ça. Bien sûr. Et oui, mais c'est une réalité que l'on vit, quoi. Et c'est vrai que les personnes qui sont touchées par un handicap au courant de leur vie, ils ont envie de rester chez eux. Et t'en parlais tout à l'heure, c'est hyper important. Et malheureusement... Parfois, c'est pas possible. Assez souvent. Assez souvent, c'est pas possible. Et c'est bien trop onéreux. Et pour le coup, il faut déménager. Donc du coup, alors là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? On vend et on trouve un logement qui est adapté. Et qui va être plus cher que... Pas forcément, ou un logement à adapter, donc à rénover, et c'est le prix du marché qui en tient compte, là, pour le coup. Bon, Marie, le mot de la fin, tu en penses quoi? Pour connaître une famille qui a un enfant handicapé, ça devient de plus en plus compliqué. Et malgré les aides, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'équiper leur maison. Et oui, c'est ça. Donc, c'est une maison beaujolaise, donc les pièces d'habitation sont à l'étage, et aujourd'hui, c'est un vrai problème pour eux. Bon, on va retrouver, comme je le disais, c'est la fin de cette partie. Alors, c'est à la fois très engageant, on a envie, je dirais, de participer à l'effort commun, mais c'est des situations qui sont compliquées. C'est toujours le problème d'argent, il faut être clair. On pourrait le faire, mais il faudrait que quelqu'un le finance. Et voilà, il n'y a peut-être pas suffisamment de volonté politique pour essayer d'aller un peu plus loin. En tout cas, il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des choses qui s'améliorent et qui se sont accélérées avec les Jeux Paralympiques. Sur Paris. Alors, pas que Paris, mais toutes les villes qui ont accueilli. Mais par contre, il faut que ça donne un vrai élan et que maintenant, on continue sur ça. Voilà. Bon, transition toute trouvée. Hein. Jean-Philippe est avec notre champion paralympique de Cécifoot. Il nous donne toute son énergie pour expliquer ce qu'il vit au quotidien.